Bon, mais bonjour à tous. Très contente de vous rejoindre aujourd'hui à distance. C'est particulier. J'espère que vous m'entendez bien. On va vous présenter aujourd'hui le sujet de la ruelle bleue verte à Montréal, qui est justement un projet de mise en place d'une solution fondée sur la nature, notamment par ce qu'on appelle de la biorétention dans un contexte d'un arrondissement qui est l'arrondissement du Sud-Ouest à Montréal. Donc l'ordre du jour est un peu dense. Je sais que j'ai 30 minutes uniquement avec vous, mais mon objectif, c'est vraiment de retracer pourquoi ce projet est né, quels étaient justement les besoins ici au niveau du territoire et de la population autour, et puis de venir travailler avec vous sur l'ensemble des problématiques qui ont été soulevées, le véhicule aussi de gouvernance qui a été développé. Et puis par la suite, vraiment passer à travers les différentes étapes de conception et de suivi du projet jusqu'aux étapes actuelles de suivi et d'opération du projet. Donc rapidement, qui on est? Ben moi c'est Pascal Rouillet, je suis urbaniste et puis je dirige un bureau qui s'appelle les Ateliers Hublot, qui est un bureau dédié à l'urbanisme et à l'architecture de paysage et principalement à la question de l'intégration de la gestion durable des eaux de pluie dans les projets d'aménagement et de réaménagement du territoire. Donc on est basé à Montréal, ça fait maintenant 8 ans. Moi, ça fait à peu près 15 ans que je travaille sur cette question justement à Montréal et un peu partout à travers le Québec. Donc, on est une dizaine dans l'équipe, principalement en urbanisme, en architecture de paysage, mais aussi en géographie et autour des disciplines du design. On collabore avec beaucoup d'autres disciplines, comme vous allez le comprendre à travers le projet que je vais vous présenter, mais le côté multidisciplinaire et multipartenarial est vraiment un point important ici sur ce projet-là, mais à travers nos démarches de manière systématique sur nos projets. Bon, pour ceux qui connaissent moins le contexte ici à Montréal, je vais me permettre un petit retour, mais de toute façon, je dirais que c'est assez similaire à ce que vous vivez aussi dans vos secteurs. Alors, la réponse à laquelle, la question à laquelle on essaye d'apporter des pistes d'intervention avec ce projet de ruelle bleue verte, ben, c'est ce qui est défini ici à l'écran et que vous connaissez tous. On est dans cette problématique, Marion en parlait tout de suite avant, je pense que c'était important de poser la problématique à laquelle on répondait, même si elle est connue de tous ici. Donc un territoire fortement urbanisé et en densification. Je pense que ce mot, il est important surtout par rapport au projet qu'on vous présente de ruelle bleue verte, des égouts vieillissants et surchargés, bien entendu en plus qui subissent d'autres pressions, notamment relatives à la densification. Et puis, on est face à une station d'épuration aussi. On a une station d'épuration à Montréal qui est, elle aussi, très chargée. Ce qui fait que l'enjeu principal auquel on tente d'apporter des pistes d'adaptation, c'est contrer les débordements dans les milieux naturels, premièrement, mais aussi de plus en plus travailler sur la recherche de pistes de solutions par rapport aux inondations, notamment dans un contexte où on vit de plus en plus d'inondations pluviales, en plus des égouts vieillissants et surchargés. Donc, on répond à deux enjeux: la recherche de solutions pour contrer les débordements et la recherche de solutions pour se prémunir face aux inondations ici. Donc, l'objectif, c'était de travailler à travers des incitatifs réglementaires, mais aussi financiers, et d'observer les responsabilités professionnelles des différentes disciplines qui travaillaient autour de la démarche par une approche de gestion des eaux de pluie.
Les outils qui encadrent la démarche, pour vous mettre un peu dans le contexte, ils sont tout de même nombreux et intéressants et autour de différents paliers gouvernementaux. Je vous ai mis quelques extraits ici. Le guide de gestion des eaux pluviales qui date maintenant tout de même de 2011 du ministère de l'Environnement ici. On a effectivement différents guides, différents outils qui vont inciter à la mise en place de types de projets comme je vais pouvoir vous présenter. Mais on a aussi différents outils normatifs qui sont apparus au fil du temps, surtout dans les dernières années, notamment une norme au niveau canadien qui encadre la biorétention, donc les jardins de pluie, la biorétention, donc à l'échelle canadienne. Différentes normes aussi, plus à l'échelle provinciale, comme celle du Bureau de normalisation du Québec sur les stationnements, mais qui inclut un bon point sur les ouvrages de gestion de l'eau. Ici, je vous ai mis un exemple du règlement aussi de la Ville de Montréal sur la rétention, qui est le règlement 20030. On en parlera plus en détail quand je détaillerai le projet. Et quand je parle d'incitatif, oui, il y a des guides, il y a des règlements, il y a des normes qui viennent inciter, encadrer ce type de démarche, mais on a aussi des incitatifs financiers, dont un qui est assez majeur actuellement, qui est le programme Oasis du ministère de l'Environnement, qui facilite la planification et l'émergence d'infrastructures face aux pluies importantes, aux précipitations importantes et aux îlots de chaleur. Donc ça, c'est un programme assez, disons, impactant pour le territoire actuellement. Donc maintenant qu'on a parlé du contexte rapidement dans lequel on se situe, le but c'était de se dire comment on fait pour accélérer justement la mise en place de solutions fondées sur la nature, comment on fait pour accélérer la transition. Bon. On a dénoté, je fais une histoire courte, dans les années 2010, qu'on se retrouvait justement dans un contexte avec beaucoup de toits plats à Montréal qui approvisionnaient directement le réseau d'égouts, qui avait les conséquences que je nommais tout à l'heure de surcharge de la station d'épuration et donc de débordement, mais qui aussi créait des enjeux lors de fortes pluies au niveau des égouts, donc des potentiels refoulements au niveau des bâtiments. Donc, ce qui a été pensé, c'est de travailler sur un concept de déconnexion des drains, des toits plats sur les bâtiments, qui est vraiment une composante très fréquente. 70% et plus des bâtiments à l'échelle de l'île de Montréal sont composés de toits plats. Donc, c'était de travailler à venir déconnecter ces drains de toit. Donc, ici, vous voyez un scénario typique où le drain de toit passe à l'intérieur du bâtiment et rejoint le réseau municipal pour venir récupérer ces eaux en façade arrière, notamment des bâtiments, dans un environnement assez typique des arrondissements centraux à Montréal, où on retrouve principalement des ruelles, donc c'est-à-dire des bâtiments de type 2-3 étages avec une cour arrière, une ruelle. Et l'objectif, c'était de venir récupérer ces eaux-là dans des ouvrages, dans des infrastructures vertes de type biorétention, dans le domaine privé et dans le domaine public aussi. On va en parler un peu plus tard. Donc là, on réfléchit à ce moment-là à des solutions pour accélérer justement la transition, et l'intervention sur les toits plats devient intéressant. Oui, l'intervention sur le terrain, l'aménagement physique devient intéressante, et sur des petites interventions, là on parle de petites interventions à petite échelle qu'on est capable de reproduire rapidement dans un schéma d'aménagement, dans un modèle urbain assez typique de ce qu'on retrouve à Montréal, mais on s'est vite rendu compte que le frein à ce moment-là, il était pas forcément dans les techniques d'aménagement, mais plus dans les modèles de gouvernance pour porter ce type d'aménagement-là. Alors, l'objectif, ça a été de sortir ici totalement de la boîte pour penser à un modèle de gouvernance alternatif. Donc, une alliance a été mise en place. Cette alliance s'appelle l'Alliance des ruelles bleu-vert, dans le but justement de penser ce type d'aménagement avec cette composante dans le cadre bâti existant et de passer à une transition, à une mise à l'échelle de ce type de mesures beaucoup plus rapide et efficace. Donc, ce modèle d'alliance assez atypique, composé de différents comités et de différentes parties prenantes, on avait environ
une quarantaine de parties prenantes ici autour de la table sur quasiment une dizaine d'années pour porter le projet. On en parlera plus tard, mais actuellement, on n'a plus autant de parties prenantes autour de la table, mais tout de même, beaucoup de personnes restent encore mobilisées au moment de l'opération du projet. Comment ça fonctionne? Différents comités techniques, citoyens, de rayonnement et de pilotage. Donc, ces comités-là permettent de faire vivre la démarche, à la fois la démarche pour porter l'émergence d'un aménagement, mais aussi la démarche pour permettre de mettre en place des mesures, stabiliser des processus au niveau municipal pour faciliter la répétition de ce type de projet. Donc des comités techniques qui vont se pencher effectivement sur l'aménagement, des comités de citoyens, on en parlera, mais qui vont permettre de mobiliser les citoyens sur place et de les impliquer aux différentes étapes du projet. Comité de rayonnement qui est plus, lui, composé de chercheurs, universitaires, mais aussi du milieu municipal, pour justement faire rayonner la démarche et donner envie, inciter d'autres porteurs de projets à répéter ce type de projet-là. Comité de pilotage qui, lui, est plus resserré dans les décisions quotidiennes autour du projet, que ce soit dans sa composante de processus ou d'aménagement. Gravitent autour de ces comités différentes parties prenantes, dont des bailleurs de fonds. Le projet a été largement sollicité et supporté surtout par des bailleurs de fonds à différentes échelles ici territoriales, des entrepreneurs effectivement pour construire le projet, les partenaires universitaires très importants aussi. Ça a été un projet et c'est encore un projet de recherche-action sur le terrain avec 5 universités autour de la démarche, les partenaires municipaux, associatifs. Et puis, ce dessin d'un bureau de projet qui a été réfléchi, mais qui n'a pas été abouti autour de la démarche. Donc, l'objectif ici, de manière encore un peu théorique, ça a été de passer un enjeu macro qui est de diminuer les surverses et les débordements à l'échelle, disons, municipale, à l'échelle de la station d'épuration de la ville de Montréal, donc les rejets dans nos milieux naturels, avec des interventions micro qui impactent directement la vie, le cadre de vie des citoyens. Donc, c'est vraiment d'être en mesure de travailler sur ces deux échelles spatiales-là, avec les enjeux que ça peut représenter aussi dans la sollicitation et l'engagement des acteurs sur ces deux échelles-là aussi, et sur des temporalités aussi différentes, hein, parce qu'on va l'aborder un peu plus loin, mais c'est certain que de faire évoluer les pratiques à l'échelle macro et de ressentir les répercussions de ce type de projet à l'échelle d'un territoire au complet prend une temporalité toute différente que la mise en place d'un projet d'aménagement qui va impacter le cadre de vie des citoyens ici. Donc rapidement, le projet de ruelle bleu-vert dont j'ai commencé à vous présenter quelques croquis tout à l'heure, l'objectif, ça a été de développer un outil, comme je disais, de gouvernance différente. Ce qui a émergé au fil du temps, c'est la mutualisation. Donc la mutualisation, c'est quoi? C'est une possibilité de partager des ouvrages, tout d'abord, des ouvrages tangibles, des aménagements entre les propriétaires privés et les propriétaires publics, dans le but d'être en mesure d'intervenir plus facilement dans un cadre bâti dense, où on est dans des secteurs où on pense que ça aurait été difficile d'intervenir sans être en mesure de partager ces infrastructures entre plusieurs propriétaires. Donc la mutualisation, premièrement, c'est de partager ces infrastructures entre plusieurs propriétaires. Est-ce que c'est public-privé, public-public ou d'autres composantes? Mais c'est aussi de partager toutes les autres composantes du projet et toutes les autres étapes du projet. Donc, les moyens humains, les ressources financières, les ressources matérielles, mais aussi toutes les étapes du projet depuis l'analyse du projet jusqu'à sa conception, sa construction et par la suite son opération. Donc effectivement, c'est ce qu'on illustre ici, comme je viens de pouvoir vous le mentionner, c'est de partager, oui, les aménagements, donc c'est-à-dire la réflexion autour de ces aménagements, mais aussi leur concrétisation, leur construction, et par la suite
leur suivi pendant l'opération, donc l'entretien et tout ce qui gravite autour de l'entretien. Mais la mutualisation ici, dans notre cas, a aussi permis de développer différents processus en commun, notamment la recherche de financement, de travailler et d'aborder l'octroi de contrats, d'être en mesure de prendre de manière collective des décisions et de gérer le projet, de communiquer autour du projet et de travailler sur des processus d'amélioration continue tout au long de la démarche. Donc c'est vraiment ça la définition ici de la mutualisation autour de ce projet-là. Cette possibilité de partager l'infrastructure physique. Je parlais tout à l'heure du règlement 20030 qui encadre la rétention des eaux pluviales à Montréal, est maintenant permise dans ce même règlement-là, ce qui vient faciliter la répétition par la suite de ce type de processus. Bon, je vous ai mis quelques autres exemples ici de mutualisation qui se passent sur le territoire montréalais et québécois de manière plus générale, notamment autour des stationnements. On parle de plus en plus de partage de stationnement, de partage de cases de stationnement, de mutualisation autour de ces thématiques-là entre plusieurs propriétaires, mais aussi autour, par exemple, comme le fait Solon, de véhicules municipaux ou de bâtiments municipaux. Donc, notre démarche de mutualisation autour d'infrastructures vertes, de ce projet de ruelle bleue verte est aussi en adéquation avec ce type de démarche que porte le Conseil régional de l'environnement à Montréal ou Solon, et ça nous permet aussi différents échanges d'expertise avec ces organismes-là. La temporalité de ce projet, c'est un projet qui a débuté en 2008. On est actuellement en 2025, donc vous voyez la démarche, elle est longue. Elle est longue pourquoi? Parce que Marion en parlait tout à l'heure, il a fallu identifier réellement le besoin et passer par différentes étapes d'analyse, de communication, de définition, avant de confirmer que l'hypothèse qu'on faisait de travailler sur un modèle de gouvernance alternatif était quelque chose d'intéressant et allait porter des résultats concrets sur le terrain par la suite. Donc ça a pris, je dirais, quelques années avant qu'on arrive à bien analyser, bien cerner le besoin, les possibilités sur le terrain, définir notre hypothèse sur la mise en place d'un processus de mutualisation, d'un modèle de gouvernance alternatif avant d'aboutir à un projet d'aménagement concret et avant d'être en mesure de le construire. Et maintenant, on est dans les phases d'opération de ce projet d'aménagement, mais on est aussi dans les phases de répétition du modèle de mutualisation sur d'autres projets, donc d'amélioration continue de ce modèle-là, et pourquoi pas aussi de standardisation de la procédure pour y parvenir. Donc la temporalité peut paraître longue, mais en soi, c'est le temps qui nous a paru aussi nécessaire pour mûrir l'ensemble de la démarche. Donc sur le site, concrètement, ici vous avez l'île de Montréal, c'est ici l'arrondissement du Sud-Ouest avec le secteur de Pointe-Saint-Charles où se localise le bâtiment 7 qui est le bâtiment de propriété ici d'un organisme qui s'appelle le collectif 7 à nous. Donc on est sur un territoire privé ici. Donc tout le secteur en violet, c'est la propriété du bâtiment 7 du collectif 7 à nous. Et on se retrouve face à, en jaune ici, la ruelle, qui est une propriété de l'arrondissement, donc municipal. Et en rouge ici, c'est indiqué propriété de Groupe MAC, un propriétaire privé. Mais effectivement, maintenant, c'est une propriété qui est devenue municipale aussi. On a une autre propriété municipale ici qui est destinée à un espace public. Donc l'objectif premier, le besoin, il est venu qu'on avait une opportunité ici de développer un projet pilote de ruelle bleue verte, la première ruelle bleue verte, parce qu'on a un propriétaire privé qui avait un besoin justement de répondre au règlement sur la rétention des eaux pluviales, le règlement 20030 dont je parlais tout à l'heure, qui devait effectuer la rétention pour son bâtiment, mais qui n'avait pas d'espace, il est totalement enclavé pour réaliser sa rétention. Donc la mutualisation, le positionnement de l'ouvrage commencer à se dessiner comme un bon potentiel entre le domaine public et le domaine privé ici.
Pour arriver à cette réflexion-là, bon, je vous montre ici différentes photos d'événements qui ont eu lieu, sensibilisation des citoyens sous différentes formes, information, participation ici à la conception, notamment positionnement, réflexion sur le positionnement de l'ouvrage, de l'infrastructure. Donc tout ça, c'est ce qui s'est passé en amont de la prise de décision du type d'ouvrage, du positionnement de l'ouvrage, de la définition, de la mutualisation. Ici, vous voyez aussi toutes les disciplines. Là, c'est les professionnels autour de la table, biologistes, économistes, ingénieurs, architectes, géotechniciens. Donc, c'est vraiment les premières étapes ici d'implication des parties prenantes. Pour arriver avec toutes ces équipes-là à dessiner un premier plan qui doit paraître tout petit à votre écran, mais c'est juste pour l'idée, le concept. Un premier plan ici d'aménagement qui a été concerté avec ces acteurs-là et un premier positionnement des infrastructures à cheval entre le domaine privé et le domaine public. Pour y parvenir, c'est sûr que ça peut paraître prématuré, mais il y a eu un besoin vraiment de communication assez important autour de la démarche. D'une part, pour aller chercher le financement pour supporter toute cette mise en place d'un processus de mutualisation, la réflexion autour de cette démarche-là, les adaptations au niveau du règlement, la concertation, la communication, la sensibilisation. Donc, ça a pris tout de même plusieurs étapes pour aller chercher le financement, dont des événements de participation et de communication. Ici, vous voyez symboliquement du travail avec les élus, notamment d'arrondissement, des interventions avec différents publics citoyens, différents outils de marketing, de positionnement, différents ateliers qui nous ont permis de positionner déjà quelques mobiliers sur la ruelle pour, disons, activer la mobilisation autour du projet. Donc tout ça se faisait en parallèle de la conception de la démarche, mais aussi en parallèle de la définition de ce que c'était la mutualisation. On était en train de construire le tout en même temps que le projet et le temps avançait. Donc vous voyez les citoyens s'approprier la démarche. On avait déjà des suivis sur le site avant même le positionnement. Ici, c'est des thermomètres qui avaient été positionnés sur le site, des équipes ici de l'Université de Montréal, notamment en design industriel, des universités d'été sur le site, des rassemblements au niveau municipal, etc. Donc, ce que ça a fini par donner, là, on arrive à l'étape des plans et devis, au moment où toute cette réflexion avec les citoyens, avec les propriétaires, avec la ville, autour du concept de mutualisation et de positionnement des ouvrages a pu se faire. On arrive ici à quelque chose de plus avancé où, si je l'illustre, on vient récupérer les eaux du toit du bâtiment, donc les eaux du toit plat du bâtiment, les eaux du toit en pente aussi ici pour une partie, et on les ramène dans une partie ici de la propriété privée et le reste dans le lot public. Donc en fonction des types de pluie, on va faire basculer l'eau d'un ouvrage vers l'autre. Je vais l'illustrer un peu plus tard avec une coupe, vous allez pouvoir vous en rendre compte. Donc, c'est vraiment le positionnement ici de l'infrastructure verte se fait à cheval entre le lot privé et le lot public. Donc, ce qui donne avec cette figure ici, vous le voyez clairement, on a des gouttières ou des interruptions ici, des détournements des drains qui vont venir arriver dans différents réservoirs qui vont avoir d'autres fonctions aussi, récupération, réutilisation de l'eau pour des besoins d'eau potable. Mais le geste majeur, c'est de ramener ces eaux de pluie dans des biorétentions qui sont en partie dans le domaine privé et qui, en fonction des types de pluie, vont rebasculer dans le domaine public. Donc, on va drainer et retenir les eaux de l'ensemble du bâtiment privé, mais aussi celle de la ruelle qui est dans le domaine public dans un seul et même ouvrage ici. Donc, c'est vraiment physiquement comment se représente la mutualisation. Bien sûr, la pédagogie, la sensibilisation a continué tout au long de la démarche, même pendant la conception plus fine des plans et devis du projet où différents éléments ludiques, pédagogiques ont été imaginés, des roues à eau, des réservoirs, des moulins à eau, etc. Donc, c'est vraiment cette biorétention dont je parle depuis tout à l'heure qui est partagée avec ces différentes strates de végétaux, de terreaux, etc., qui vont nous permettre aussi, et bien entendu, d'améliorer la qualité de vie
pour le secteur qui était quand même assez aride et difficile, mais qui vont aussi s'arrimer à différents projets de végétalisation de parcs et d'axes verts et bleus dans l'arrondissement. Donc, j'ai parlé de la mobilisation des acteurs, j'ai parlé de l'avant-projet, des plans et devis, mais pendant la phase de construction aussi, la mutualisation a continué et s'est peaufinée aussi, puisque la réflexion avait cheminé, les acteurs aussi s'étaient appropriés ce concept, cette thématique de mutualisation. Alors pendant la construction, je pense que ça a été le plus grand reflet de tout ça. Donc ici, vous voyez des photos, des illustrations de la plantation qui a été fait de manière partagée. Donc, les propriétaires du bâtiment privé sont intervenus, les citoyens sont intervenus, mais aussi différents acteurs municipaux. Donc, ça a été assez symbolique comme partage de l'effort pour planter les végétaux dans les ouvrages. Mais en amont de ça, pendant que l'entrepreneur était en train de construire aussi l'ouvrage, il y a eu plusieurs partages ici pendant la surveillance du chantier, pendant l'amélioration aussi du projet, pendant les phases de construction, etc. Donc ça, c'est qu'au fil du temps, au fil de la progression du projet, la mutualisation a pris tout son sens. Je vous ai aussi ici indiqué une figure justement des outils pédagogiques qui ont été développés pour faciliter l'intervention des différentes parties prenantes pendant la construction. Donc, ça a nécessité aussi d'adapter les outils. On n'était plus simplement avec des plans et devis, mais ici des outils de pédagogie au niveau de la plantation. Ce qui fait que vous voyez beaucoup de monde sur les photos, mais ce type de démarche mutualisée et partagée a permis aussi beaucoup attiser la fierté des acteurs autour de la démarche, l'envie de partager cette démarche-là, de s'y impliquer, d'en prendre soin et potentiellement de la répéter. Alors, après toutes ces étapes s'enchaîne la mise en opération du projet. Mise en opération ici, je vous ai dit qu'on avait beaucoup d'universités qui ont suivi et qui suivent encore le projet. Oui, des universités au niveau des sciences humaines et sociales sur la mise en place du processus de mutualisation, au niveau des sciences économiques aussi sur l'analyse de cycle de vie d'une telle démarche, mais aussi des disciplines au niveau des sciences naturelles, notamment ici au niveau des performances hydrauliques de l'ouvrage partagé, la répartition de la rétention effective une fois que le projet était réalisé et le fonctionnement justement bilatéral entre le domaine privé et le domaine public, s'assurer que ça respectait les simulations qui avaient été faites pendant la conception du projet. Donc ici, c'est un travail en partenariat avec le centre de transfert technologique du Cégep Saint-Laurent qui a été réalisé. Donc l'ouvrage a été inondé en simulant une pluie un 25 ans ici. Et on continue à faire des suivis, notamment un projet qui est supporté par le Conseil national de la recherche scientifique du Canada sur l'infiltration en présence de sols contaminés aussi sur le projet. Et aussi Concordia et HEC travaillent actuellement sur la standardisation du modèle de mutualisation autour de la démarche. Donc, malgré que le projet soit en opération, les chercheurs continuent à suivre et à être dans l'action à nos côtés. On parle de mise en opération, mais la période maintenant, c'est l'entretien. La phase importante, c'est l'entretien de l'infrastructure et le maintien de la mutualisation, le maintien du processus maintenant que le projet est construit. Donc, ce que vous voyez ici, c'est symbolique. C'est la première rencontre autour de la démarche d'entretien mutualisé. Donc, on a différents acteurs ici, les propriétaires privés, publics, les consultants principaux qui étaient autour de la démarche et les organismes aussi qui ont fondé l'Alliance. Donc, c'est vraiment la mise en place de l'entretien, de la démarche d'entretien mutualisée qui est basée, elle aussi, sur comme fondement le maintien d'un consensus autour des différentes composantes, que ce soit esthétique, technique, sécurité, les budgets et les ressources humaines allouées à la démarche. Donc, chacune de nos rencontres qui sont biannuelles servent à maintenir ce consensus autour de ces critères-là tout au long maintenant de l'entretien du projet.
Donc, l'entente de mutualisation maintenant sert à appuyer cet entretien mutualisé, à garantir le fonctionnement et le partage de l'ouvrage sur le long terme. Donc maintenant que ce premier projet est en opération, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a un gros potentiel de répétition de ce projet-là. J'ai affiché ici à l'écran le nombre de kilomètres de ruelles ici disponibles. Vous voyez ici qu'on est on a beaucoup de ruelles. Ici, c'est 200 ruelles dans l'arrondissement qui est concerné par le projet, plus de 600 ruelles dans un autre arrondissement à Montréal. Donc, c'est réparti ici à peu près 90, entre 30 et 90 kilomètres juste sur ces deux arrondissements-là. Puis, on a décliné le nombre de bâtiments et de logements et de citoyens qui pourraient être impactés juste sur ces deux arrondissements-là. Donc, le potentiel de répétition de ce processus juste à l'échelle montréalaise est très conséquent, mais sans parler de ruelles, juste uniquement le modèle de mutualisation lui aussi déjà inspire plusieurs acteurs. Oui, le potentiel physique est intéressant, mais aussi le potentiel de répétition du processus, comme je le disais, est très intéressant. Différents acteurs, notamment le Centre d'expertise et de recherche en infrastructure urbaine ici au Québec, le CERU, est intéressé dans cette démarche de standardisation, non pas de l'aménagement, mais du processus de mutualisation en tant que tel, pour les acteurs municipaux et privés qui auraient apporté ce type de projet. Donc voilà, je vous remercie pour votre écoute. C'est un sujet sur lequel je pourrais parler plusieurs heures. C'est un rapide survol. Il y a plusieurs notions assez complexes ici. Je vous affiche différents logos, notamment celui de l'Alliance des ruelles bleues vertes. Ici, là, je parle vraiment au nom de cette alliance. Là, j'ai plusieurs de mes collègues là qui appuient la démarche, notamment le Centre d'écologie urbaine de Montréal. Les différents bailleurs de fonds ici, il y en a uniquement quelques-uns, mais on a plus de 5 bailleurs de fonds ici autour de la démarche. Et puis un petit rappel pour saluer nos collègues ici lyonnais, puisque le projet en 2019 avait été lauréat pour Novatech et ça continue à rayonner. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je termine avec une photo de la ruelle sous la pluie en pleine floraison. Merci beaucoup, Pascal. On va prendre quelques questions. Bonjour Pascal, c'est Hervé à l'appareil. Je suis au fond de la salle, tu dois pas me voir. Tu as beaucoup parlé sur la mutualisation, sur les indicateurs. Et là, je me posais la question. Ah ouais, donc j'ai de l'écho. La question que je me posais, c'est est-ce qu'il y a un suivi a posteriori? Donc tu parlais de la gestion et de l'entretien, comment les citoyens et les parties prenantes vivent ça, et au niveau de la biodiversité, parce que c'est des questions qu'on se posait un petit peu ce matin sur comment on fait pour mesurer cette partie amélioration de la santé des gens, santé mentale, l'intégration de la biodiversité, etc. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots, s'il te plaît? Hervé. Alors actuellement, ce qui est suivi, c'est les végétaux et le maintien de la biodiversité en termes de diversité des végétaux et de vie que ça peut apporter. On a toute une liste de végétaux qui a été finement sélectionnée sur le projet pour, d'une part, commémorer les végétaux qu'on avait originellement dans le secteur, mais aussi s'arrimer avec les projets avoisinants, donc créer ces fameux liens verts, liens bleus et corridors de biodiversité, mais aussi des végétaux en capacité d'être implantés dans ce type d'infrastructure. Donc, on avait beaucoup de critères pour sélectionner les végétaux, tout en combinant ça avec une crainte municipale d'aller planter des arbres dans ce type d'ouvrage. Donc, disons que on avait 4 critères majeurs ici pour sélectionner les végétaux. Maintenant qu'on est quasiment à la fin de la 2e année d'opération du projet, la chance qu'on a, c'est de pouvoir suivre l'évolution de ces végétaux grâce à l'entretien. Grâce à l'entretien qui est fait
en lien les citoyens et le personnel municipal. Donc, on est capable de suivre quels végétaux fonctionnent bien, s'implantent bien, grandissent bien, et quels végétaux ne fonctionnent pas et ne survivent pas ici dans le contexte et dans cette infrastructure. Je tiens à préciser avec les critères que je viens de nommer. Ça ne veut pas dire que ça fonctionnerait pas ailleurs. Donc, on a actuellement un enjeu majeur qu'on est en train de vivre, c'est justement une perte de la diversité de nos végétaux sélectionnés pendant la conception sur le projet par la prédominance de deux types de végétaux, les saules et la verge d'or. Les saules n'étaient pas prévus pendant la conception, ont été imposés ici sur le projet et sont en train d'éradiquer la diversité de végétaux qu'on avait sur le site, tout comme la verge d'or aussi, qui est vraiment indigène sur le territoire ici et qui est elle aussi en train de prendre le dessus. Donc ça, c'est la première réponse à la question, Hervé. C'est ce qu'on observe actuellement et on est en train d'essayer de chercher avec l'ensemble de l'Alliance et les deux propriétaires des options pour rétablir une certaine situation si c'est souhaité, à voir quelles sont les répercussions aussi des souhaits des différents acteurs. Pour ce qui est des citoyens, actuellement, on a une très belle appropriation du projet, on a différents bénévoles, on quantifie le nombre de bénévoles qui participent à l'entretien, qui participent aussi aux ateliers. Donc, il y a beaucoup de pédagogie sur le site. C'est devenu un site d'éducation populaire. Donc, on est capable de dénombrer combien de citoyens viennent s'informer, mais aussi combien de citoyens viennent participer à l'entretien. Puis, quand Hervé parle de santé mentale, on a beaucoup de personnes du quartier qui n'ont pas accès à des espaces verts, qui n'ont pas accès à des jardins, et encore moins à des espaces où mettre les mains dans la terre, qui viennent ici participer à l'entretien. Donc, on est capable de dénombrer combien de personnes participent. On n'est pas encore en mesure de dénombrer quels sont les bénéfices réels sur la santé mentale pour eux. Par contre, l'autre point qui est très intéressant, c'est qu'actuellement, la mutualisation se passe dans une très belle harmonie. Et ça, on est capable de le documenter dans nos rencontres qui étaient trimestrielles, qui sont biannuelles maintenant. La mutualisation, en termes d'engagement humain, tient très bien. Tout le monde est resté impliqué, les deux propriétaires aussi, et le consensus sur le niveau d'opération et d'entretien est en très bonne évolution et très bien maintenu aussi. Donc, pour l'instant, c'est un succès dans l'opération. Pascal. Une dernière, encore un peu de temps pour des questions dans la salle. Bonjour, Marc Bréchard, direction de l'eau. J'avais envie de tester l'écho, en fait. Je voyais là, c'est un projet qui a mis plus de 10 ans à sortir finalement, et vous montriez dans le dernier tableau qu'il y a un potentiel énorme de ruelles à faire. Est-ce qu'il y a des gains de temps à avoir sur la durée de vie, la durée de conception, parce que je me dis que 10 ans, s'il y a autant de projets, on n'est pas sorti, quoi. Donc est-ce qu'il y a peut-être maintenant, vous avez peut-être payé les pots cassés sur ce premier projet, il y a peut-être des choses plus rapides à faire ou pas d'ailleurs. Oui. Ben, je suis entièrement d'accord avec vous. Si on met autant de temps à les faire, on répond pas à l'objectif premier qui était de trouver des solutions pour aller plus vite dans la mise à l'échelle. Donc là, l'objectif, c'est de travailler sur une normalisation, une standardisation du processus de mutualisation. Donc, actuellement, la mutualisation est rendu possible par le règlement municipal sur la rétention. C'est déjà un premier pas. La première entente aussi a été rédigée grâce à ce projet-là. Donc ça, c'est un second pas qui va accélérer les choses. Les acteurs aussi sont mobilisés, les parties prenantes aussi. Les bailleurs de fonds aussi ont appuyé la démarche et sont prêts à répéter la démarche. Donc je pense que le mot-clé, c'est standardiser, non pas l'aménagement, mais le processus en arrière, c'est chose qui est en train de se passer actuellement, petit bout par petit bout, pour accélérer la répétition. Donc, le prochain projet est déjà en lice actuellement dans un autre arrondissement qui est Mercier-Hochelaga Maisonneuve, qui va permettre encore une fois d'ajouter une pierre à l'édifice pour faciliter cette standardisation. Donc, quels acteurs autour de la table, qu'est-ce qu'on partage, parce que
Ici, on a beaucoup partagé la construction, on partage maintenant beaucoup l'opération, on a partagé aussi la conception, mais je dirais qu'on a eu de la difficulté à partager les budgets, par exemple, partager des appels d'offres en commun. Donc, on le sait, où est-ce qu'on n'a pas été capable de mettre en opération la mutualisation sur le premier projet et où est-ce qu'on va devoir ou être en mesure de s'améliorer pour les projets à venir et travailler avec les acteurs pour standardiser le processus et le normer. C'est pour ça que je mentionnais le CERGU, le Centre d'expertise et de recherche en infrastructure urbaine, qui a cette volonté de nous supporter l'Alliance dans cette standardisation. Donc, j'espère que ça répond un peu à votre question. Oui, de nouveau Hervé, j'ai encore une question, Pascal. Là, l'argument de vente de ce projet-là, est-ce que c'est la mutualisation? Est-ce que c'est la gestion des eaux, la biodiversité? Et est-ce que tu penses, parce que vous utilisez pas beaucoup le concept de solution fondée sur la nature, est-ce que tu penses que ce concept-là pourrait être un argument de vente du côté québécois? Je pense que Alexandre Baker doit m'entendre aussi, de la ville de Québec, s'il n'est pas en ligne virtuellement. Le terme solution fondée sur la nature est présent dans le vocabulaire, mais pas, je pense, pas de manière aussi conséquente qu'en France. Je suis pas certaine que ça serait un argument de vente. Actuellement, l'argument de vente, c'est d'intervenir dans des milieux complexes actuellement. Ici, vous avez peut-être du mal à vous en apercevoir avec les photos, mais on est dans un milieu restreint, c'est-à-dire dans un milieu où on aurait eu de la difficulté si on avait travaillé tout seul, c'est-à-dire soit le propriétaire privé ou l'arrondissement tout seul, à placer ce type d'ouvrage. On manquait de place, on est enclavé. Donc, je pense que le principal argument, c'est être en mesure de placer ce type d'infrastructure, même quand on est dans un milieu très dense, très restreint. Être en mesure aussi de lever des freins au niveau économique, de se dire, on va partager, donc on va moins dépenser. Ça va nous coûter moins cher. Au lieu d'avoir chacun notre infrastructure, on va en avoir une seule qu'on va se partager. On va partager les efforts de conception, de construction, d'entretien, et en partageant, on espère avoir une économie ici, mais aussi un échange de savoir et d'expertise. C'est ce qui se passe exactement ici avec les deux acteurs. L'arrondissement a une très bonne expertise au niveau de l'entretien avec son personnel, mais le propriétaire privé, lui, est en mesure de mobiliser des citoyens pour faire la veille plus quotidienne. Donc, c'est vraiment ce partage, donc cette économie, et aussi cette capacité à intervenir dans des milieux restreints, qui vient en soi apporter une solution ici très terre à terre, de répondre à un enjeu réglementaire qui est d'effectuer de la rétention sur les lots privés. Mais si je regarde ça à une échelle plus macro, c'est un argument pour intervenir dans nos milieux qui sont les plus à risque, en fait, en termes d'inondation et en termes aussi de surcharge des réseaux, donc qui cotisent le plus à nos débordements. Donc, c'est plutôt ça notre argument de vente. Merci Pascal. D'autres réactions? Bonjour. Moi, je voulais savoir sur la partie juridique et responsabilité, est-ce qu'il y a eu des difficultés? On voit que en pratique, ça fonctionne bien et que chaque acteur a trouvé sa place. Est-ce que au moment de mettre en place la mutualisation, il y a eu des difficultés sur les responsabilités d'un ouvrage qui est finalement partagé? Oui, oui, effectivement. Je pense que le plus dur est derrière nous. Déjà, il a fallu déterminer quel allait être le véhicule. On a pensé au début à des servitudes d'usage, notamment. Finalement, ça n'a pas été le véhicule emprunté. Après ça, une fois que ça a été décidé, on a beaucoup travaillé avec le service juridique de la ville de Montréal qui s'est impliqué dans les démarches. On a eu aussi différents avocats, notamment ici du milieu associatif, qui se sont impliqués aussi dans la démarche.
ce qui a été bénéfique puisqu'on s'est assuré d'avoir une entente, parce que actuellement c'est pas une servitude, hein, c'est vraiment une entente qui est co-signée ici et qui est jointe à la demande de permis qui est déposée auprès du service de l'eau et de l'arrondissement. Donc là, je pourrais rentrer un peu dans les détails, mais c'est vraiment une combinaison de services juridiques et d'avocats qui ont permis de résoudre et de rédiger la première entente de mutualisation sous la loupe de chercheurs, notamment de l'école de commerce, mais aussi des anthropologues qui ont suivi, des anthropologues de Concordia qui ont suivi la démarche. Donc ça a été long. On a failli démobiliser nos acteurs à cause de ça, tellement ça a été long et ardu et sensible. Le fait de ramener les avocats et le service juridique autour de la table a éloigné les acteurs qui étaient dès le début de la démarche impliqués, puisqu'on est rentré dans des propos très juridiques, très normés. Ça a éloigné pendant un temps assez long les acteurs du terrain et on a eu un risque ici de démobiliser les équipes et les parties prenantes du quotidien, qui se sont après rassemblées, mais grâce, je dirais aussi au support des universités qui nous ont aidés à vulgariser le tout auprès des acteurs principaux. Donc ça a été un moment assez charnière pour nous. Maintenant, on a la première entente de mutualisation en main, ça va aller beaucoup mieux. Mais cette entente, elle doit être co-signée par les deux parties minimalement et va être présentée au service de l'eau, donc qui est relié à la ville de Montréal, et aussi à l'arrondissement qui est relié plus aux demandes de permis de construction. Donc cette entente, elle fait vraiment partie des demandes de permis par la suite. Donc c'est un peu ça la petite histoire et maintenant l'entente, elle est prête à être réutilisée. Bonjour. Mathieu Lefebvre. Moi, j'avais une question un petit peu sur alors c'est un petit peu lié avec la question précédente sur l'entretien. Je sais pas si vous m'entendez bien. Sur l'entretien, comment vous allez pouvoir pérenniser ça dans le temps? Mettons dans 30 ou 40 ans, quand le propriétaire privé donc aura peut-être changé plusieurs fois. Comment vous allez garder en mémoire ça, que c'est toujours à la fois public et privé? Donc effectivement, comment on garantit ça? Déjà, il y a cette entente qui est co-signée et elle est reliée au propriétaire. Donc ça, c'est déjà un gage ici d'engagement. En fait, cette entente, elle est à perpétuité, hein. Donc elle va suivre le propriétaire si on avait un changement de propriétaire. Au-delà de ça, de manière un peu moins, disons, un peu moins juridique et un peu moins relié à cette entente, on a aussi un guide d'entretien ce guide est aussi relié à l'entente. En fait, le guide a été fourni et devait être fourni au moment de la livraison de l'entente pour le dépôt des demandes de permis. Donc, on a un guide d'entretien qui, lui, est évolutif. Donc, ce guide d'entretien-là, il est présenté et mis à jour de manière biannuelle avec l'ensemble des parties prenantes et on a un protocole de passation de legs du guide d'entretien qui est inséré dans l'entente et dans le guide. Donc comment on s'y prend si demain on a un changement de propriétaire pour passer l'information et inclure le nouveau propriétaire dans les démarches de suivi de l'entretien. Bonjour. Samine. Alors l'écho. Non, ça va. Moi, j'avais une question. Alors, dans la répartition, dans la gestion, est-ce que d'un projet à un autre, il y a des adaptations ou est-ce qu'on a vraiment, est-ce que l'entretien est réparti d'une manière à ce que ce soit toujours la même chose ou est-ce qu'il y a des adaptations? Oui, mais la question est très bonne. C'est pour ça, effectivement, qu'on a un guide qui est joint à l'entente, un guide d'entretien, parce que ce guide, il est typique à chaque projet. Ce guide, il est arrimé à une démarche de mise en place d'un consensus entre les parties prenantes concernées au moment de la livraison de l'ouvrage. Donc, ça veut dire que le guide, il est propre au projet et il est propre aux parties prenantes en place et à leur capacité financière,
humaine, mais aussi à leur vision du projet à ce moment-là. Donc, c'est-à-dire vision esthétique, vision du niveau de sécurité obligé ou souhaité, niveau du maintien du service technique aussi rendu par l'infrastructure souhaité ou exigé. Donc, en fonction de ces critères-là, le guide est rédigé et le guide est adapté après au fil du temps en fonction justement de l'évolution, par exemple, du budget disponible ou des ressources humaines disponibles ou des changements de vision, notamment par rapport à l'esthétique du site ou au maintien du service technique donné par l'infrastructure. Donc, le guide, il est propre à l'infrastructure. Il est aussi rédigé au moment de la livraison de l'infrastructure en fonction de ce que je viens de dire là, et il évolue par la suite en fonction des mêmes critères et de l'évolution et des parties prenantes et de l'infrastructure en tant que telle. Donc là, par exemple, par rapport à la problématique vécue actuellement des saules et de la verge d'or dans l'infrastructure, le guide il va évoluer aussi en conséquence. Donc c'est un coût à considérer puisqu'il faut maintenir l'engagement des parties prenantes pendant la phase d'entretien, il faut maintenir le consensus autour des critères que je viens de nommer pendant la période d'entretien qui peut être infini. Vous venez de dire 30, 40 ans, on ne sait pas combien de temps l'infrastructure va être maintenue en place. On parlait tout à l'heure d'une entente à perpétuité. Donc, il faut prévoir ce budget-là, cet engagement des parties prenantes-là, dès la budgétisation du projet. Et ça porte ses fruits actuellement. L'ouvrage et les végétaux sont très beaux, même si on a quelques difficultés que je viens de nommer. Puis les parties prenantes sont dans une harmonie très intéressante, ce qui attise aussi, comme je disais, la fierté et l'intention de répéter aussi ce type de projet. Donc c'est un investissement, c'est un coût qu'il faut considéré, mais qui peut être dosé en fonction aussi des critères que je viens de nommer. Okay. Bonjour, Thomas Gache, ingénieur agronome. Moi, j'ai une question. Vous avez parlé faut pas que j'appuie. Vous avez parlé des suivis post-travaux. Est-ce que vous avez des résultats du coup sur l'efficacité du projet, notamment sur du coup la rétention des eaux, notamment auprès des canalisateurs derrière des traitements des eaux, etc. Est-ce que vous avez des retours de la part ou alors c'est trop tôt, c'est une trop petite échelle encore pour vous avez parlé d'une seule station pour tout Montréal, donc voilà. Ben oui, la question est bonne. Justement, on a voulu faire un test hydraulique, donc on a eu une simulation de pluie sur le projet, ce qui a confirmé que la simulation qui avait été faite pendant la conception, donc du fonctionnement au niveau de la rétention, du fonctionnement hydraulique de l'ouvrage, était bien effective une fois que le projet était construit. Donc, on a simulé une pluie qui arrive une fois tous les 25 ans sur le site. On a déployé les tuyaux, on a travaillé avec le service incendie, on a inondé le projet avec le support des chercheurs du CTT de Saint-Laurent. Ce qui nous a permis de valider l'impact aussi sur le réseau municipal. Donc, c'est-à-dire que ici, on est capable de gérer la pluie. La simulation a été faite pour une pluie 25 ans, mais on est capable de gérer la pluie centenaire. Puis on est bien au-dessus en termes de réponse des critères réglementaires. Donc, on a très peu de rejets au milieu municipal. Maintenant, c'est sûr que ça reste 300 mètres de ruelle, 300 mètres linéaires de ruelle. Alors oui, il y a un impact sur le réseau municipal, mais pour avoir un réel impact sur la station d'épuration, il faut multiplier ce projet-là. Donc, en amont, quand je parlais tout à l'heure que l'Alliance des ruelles bleues-vertes avait porté à la fois ce projet d'aménagement, mais aussi différentes réflexions au niveau des incitatifs à l'échelle montréalaise, il y a eu une analyse justement sur le seuil de rentabilité de ce type de projet. Donc, à partir de combien de répétition de ce type de projet de ruelle bleu-verte, on allait pouvoir ambitionner une retombée économique à l'échelle de l'île, donc à l'échelle de la station d'épuration pour retirer
assez d'eau des réseaux municipaux pour que le projet devienne économiquement intéressant et voire même rentable. Donc là, c'est cette recherche de point de bascule. On a impliqué différents économistes qui nous dit qu'à partir de, j'ai plus le chiffre, mais d'un certain nombre de kilomètres de ruelles de ce type-là, on va pouvoir avoir un impact économique intéressant sur la station d'épuration. Mais c'est sûr qu'actuellement, on a un impact avec cette ruelle-là, mais qui est minime. Merci Pascal. Merci Pascal. Est-ce qu'il y a une dernière question dans la salle avant qu'on passe à la suite? Oui. Allez, Pascal, je vais me lancer. Tu connais mes questions. Je vais te mettre un peu au défi sur la mutualisation. Tu sais, on parle d'acteur public qui est la Ville de Montréal. Donc, c'est parce que la Ville de Montréal possède le terrain qui est juxtaposé à celui du bâtiment 7. Donc, on parle public-privé, mais en fait, c'est juste parce que l'entité montréalaise est un joueur public, mais en fait, c'est quand même un acteur privé dans le sens qu'il possède le terrain. Si je me trompe, je pense que je te vois hocher de la tête. C'est bon, c'est parfait, c'est ça. D'accord. Donc, ça s'associe plus à parce que bon, la Ville de Montréal est le gestionnaire de l'ouvrage. Donc, ça s'apparente plus à un espace parc. Qu'on dit souvent un parc, ben, il est public parce que tout le monde peut y accéder. Mais en réalité, c'est quand même l'entité. Ce qui a été difficile dans la mutualisation, c'est parce que c'était la Ville de Montréal. Parce qu'à la Ville de Montréal, tout est compliqué. Donc, ça, c'est une chose. Maintenant, puis là, le terrain du bâtiment 7 est privé, mais c'est quand même l'idée de dire que c'est une ruelle, mais c'est aussi un grand parc linéaire, d'une certaine façon, si on la regarde dans son aspect d'aménagement et d'aménagement du territoire. Ma question, c'est, je vais peut-être te mettre au défi, mais quand tu présentes, disons, je sais pas combien de ruelles tu as présenté juste dans le plateau, dans l'archipel Maisonneuve, puis tout ça, dans les 600 ruelles, pour moi, c'est un défi extra, bonne chance. Puis là, on aurait dans une ruelle plus qu'un propriétaire, parce qu'on aurait tous les propriétaires de la ruelle avec lesquels il faut s'entendre, plus le propriétaire de la ruelle qui serait du domaine public, souvent, parce que c'est le domaine public, la ruelle, c'est comme la rue, puis géré par la ville, encore, c'est une autre complexité. Donc, ça veut dire que il faudrait que les propriétaires s'entendent entre eux pour dire, je vais déconnecter mon drain de maison, de toi, enfin de toi qui est dans la maison puis qui le fait sortir dehors, puis de l'amener puis transformer la ruelle en, disons, je sais pas, un méandre ou une petite mini ruisseau, quelque chose comme ça, puis que tout le monde s'entende pour dire que ça serait le projet, puis après ça, savoir comment financièrement on va gérer ça. C'est complexe. Ça fait, moi, ma réflexion, c'est tout ça pour la biodiversité, puis il faut lutter contre les changements climatiques. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est pas une partie de plaisir. C'est quelque chose qui est un défi parce qu'il faut que tout le monde s'entende à ça. J'aurais aimé ça que tu me donnes un petit peu ton feedback par rapport à ce que je viens de dire. Ben, déjà, Guy, merci pour la question et c'est mieux quand c'est pas moi qui dis que c'est compliqué à Montréal et que c'est la ville de Montréal qui le dit. Effectivement, le premier site pilote était pas dédié à être celui que j'ai présenté aujourd'hui et en 30 minutes, je pouvais pas présenter l'autre site pilote qui a cheminé en même temps dans les mêmes années, qui est un site dans l'arrondissement de Mercier-Hochelaga Maisonneuve où là on a une composition urbaine plus typique de Montréal, duplex, triplex, donc des bâtiments de 2, de 3 étages. Géré par un propriétaire, deux propriétaires, des copropriétés de multiples propriétaires aussi, des logements sociaux, HLM, etc. Donc l'autre projet était beaucoup plus représentatif de la composition urbaine montréalaise. L'argument, quand tout à l'heure Hervé posait la question, je pense que c'était Hervé, c'est quoi ton argument de vente? L'argument de vente ici, c'était le cadre de vie, l'amélioration du cadre de vie. La ruelle était dans un état vraiment délabré. Les citoyens autour de la ruelle s'étaient mobilisés auprès de l'arrondissement pour
améliorer leur cadre de vie, refaire la ruelle. Donc c'est sûr que c'était un terreau propice pour implanter, rajouter une strate, une couche par-dessus cette volonté-là et venir travailler avec eux sur la déconnexion des drains des toits plats. Donc c'est sûr, c'est une complexité. On y était presque. Dans ce contexte-là, les citoyens étaient mobilisés. Tout à l'heure, les photos que je montrais ici, c'était pas l'arrondissement du Sud-Ouest, c'était Mercier-Hochelaga, Maisonneuve. C'est les citoyens, c'est ici, là, c'est la ruelle de Mercier-Hochelaga, Maisonneuve. C'est une citoyenne elle-même devant le logo de l'Alliance qui mobilise ses concitoyens pour aller de l'avant avec son projet de déconnexion. Donc imaginez, on était face à plus d'une trentaine d'immeubles de 2-3 étages copropriétés à s'arrimer ensemble pour porter un projet comme ça. Donc ça devenait leur projet à eux. Ce qui a fait rater l'opération, c'est que actuellement le projet, pour ce projet-là, était largement subventionné. Je parlais des bailleurs de fonds tout à l'heure. Et on a eu l'engagement de l'arrondissement du Sud-Ouest avant d'avoir celui de Mercier-Hochelaga Maisonneuve. C'est pas avant, on n'a pas eu celui de Mercier-Hochelaga Maisonneuve, ce qui fait que le projet s'est pas concrétisé, donc les citoyens sont restés sans projet. Donc oui, il y a l'arrimage des citoyens, mais dans ce cas-ci, les citoyens s'étaient rassemblés, s'étaient mobilisés et étaient en adéquation avec le projet, mais il y a aussi l'arrimage avec les acteurs municipaux puisque c'est un projet de mutualisation ici, public-privé. Donc finalement, le projet a échoué. Le projet a échoué ici. Maintenant, pour ouvrir sur la question de Guy, si aujourd'hui on avait l'Alliance à repenser et toute la vision en arrière, on n'appellerait plus ça ruelle bleu-verte du tout. La ruelle a été propice pour nous à développer le concept, à comprendre que la mutualisation était intéressante aussi comme concept à développer, le bouleversement des modèles de gouvernance pour faciliter la mise en œuvre de ces projets-là dans des endroits complexes. On appellerait ça autrement. En fait, c'est la mutualisation qui sort de ce projet pilote qui est pour nous l'aboutissement intéressant et l'objet à développer, à continuer à améliorer plutôt que le modèle de ruelle. C'est plus le modèle de mutualisation autour des infrastructures vertes ou comme dit Hervé, des solutions fondées sur la nature qui pour nous est le concept à développer plutôt que son positionnement dans la ruelle parce que demain ça pourrait être sur une place, ça pourrait être sur un stationnement, ça pourrait être sur une rue, ça pourrait être dans une cour arrière, une cour de bâtiment. C'est ce processus-là, c'est ce modèle de gouvernance-là qu'on trouve maintenant intéressant à apporter plutôt que de l'appliquer proprement et uniquement à des ruelles. Donc, j'ouvre Guy. Avant de terminer, bravo pour ton effort, ton énergie. J'ai suivi le projet avec votre groupe et c'est un projet unique à Montréal, mais c'est un précédent qui va sûrement qui va ouvrir sur d'autres justement solutions fondées sur la nature dont on parle et ça va contribuer à la biodiversité. Merci.